La page du dépôt des candidatures pour les législatives est effectivement et définitivement tournée. La CENI est passée à l'action comme elle avait promis. Aucune nouvelle prorogation n'a été accordée aux candidats députés nationaux ou provinciaux. Mais justement, à mi-parcours, une évaluation de ce processus électoral s'impose. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs griefs qui lui sont faits tant par l'opposition que par d'autres observateurs internationaux. Dans cette émission, nous allons parler de ce processus. La crédibilité est-elle engagée plutôt aux mises en jeu? J'ai le réel plaisir de recevoir deux grands invités ici, Chideric Ndossa et Justin Bahati. Bonjour Monsieur Chideric Ndossa, vous êtes cadre à l'UNC, vous êtes un habitué justement de ce plateau de version croisée. Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour l'honneur. Alors, en face de vous, Justin Bahati, président de la société civile composante jeunes et mouvement citoyen. Vous êtes élu président de cette société civile il y a quelque temps, en fait, en réalité. Effectivement, oui. Les collègues nous ont donné confiance pour un mandat de 2 ans. Et nous allons commencer notre bonne fonction d'ici août, parce que c'est la journée internationale de la jeunesse et le comité sera investi. Alors, la société civile composante jeunes et mouvements citoyens, c'est une sorte de synergie qui regroupe des organisations de la société civile qui a dans son sein les jeunes. Effectivement, ce sont des organisations de jeunes. Nous avons créé un bloc parce qu'on s'était dit qu'on ne pouvait pas évoluer à base dispersée. Ouais. Il faudrait avoir un bloc qui nous réunissait, où on va fédérer nos actions afin de défendre les valeurs de la société civile. Donc c'est une plateforme qui réunit les organisations de jeunes et des différentes couches. Nous agissons en synergie et nous avons des coordinations dans chaque province. Justement. Alors, en face de vous, vous avez un politique, cadre de l'UNC, donc membre de l'Union Sacrée, un monsieur du pouvoir. Je reste avec vous pour commencer. On va bifurquer un tout petit peu dans la sécurité pour parler de la mort de Cherubin Okende. Vous me disiez en aparté que vous aviez peur si un député national, de surcroît ancien ministre, a été assassiné comme monsieur Cherubin Okende a été retrouvé mort dans son véhicule. Ça vous a beaucoup angoissé. Est-ce que vous avez aussi peur de passer dans les télévisions pour dire des vérités comme vous avez l'habitude d'en dire en tout cas? Monsieur Gaëtan, c'est très malheureux, c'est triste parce que Kinshasa est devenu invivable. Ouais. Si déjà la partie Est est invivable, même là, la capitale, on commence à avoir peur matin comme le soir. Il n'y a pas plus tard que nous avons assisté à des procès de kidnappeurs. Le lendemain, on vient de perdre un élu, un ex-ministre, un fils de la République qui a servi, qui a donné son intelligence à la patrie, mais qui a été sauvagement tué. C'est très malheureux, c'est déplorable. Ça nous fait peur tous. Les citoyens lambda, comment sera-t-il sécurisé? Quelqu'un qui quitte Tchangou à pied pour arriver à Gombe, sans véhicule, sans garde du corps, donc on peut l'abattre à tout moment. Effectivement, cette psychose-là, cette crainte, c'est là, nous avons peur, parce que nous commençons à sentir que le pouvoir actuel se lance dans des pratiques qui sont très négatives, et puis malheureusement, à la veille du processus électoral, au moment où on a besoin des électeurs, vous êtes en train de le tuer, ce malheureux. Je crois que, bien sûr, pour confirmer cette thèse, nous n'avons pas peur, bien sûr, du régime, mais nous avons peur de leur méthode qui devient écrasante, qui devient inhumaine, qui devient antidémocratique et qui frise même le concept de l'état des droits. Mais il y a des enquêtes qui sont déjà lancées. On attend des enquêteurs étrangers, belges notamment, sud-africains aussi. Pourquoi pas le FBI? J'ai vu le ministre de l'Intérieur solliciter un appui également des Américains. On ne peut pas aujourd'hui, à ce stade, dire que c'est le pouvoir qui a été à la base de cet assassinat. Monsieur Gaïta, ouais. Kinshasa a combien de communes où est-ce qu'on a retrouvé le corps de Chérubin pour aller appeler les Belges et les Français? Ça, ce sont des théâtres. Pour des raisons de transparence, ça a été voulu ainsi par l'opposition également. Ce sont des théâtres. Nous-mêmes, comme société civile, nous avons mis en place une commission d'enquête. Vous n'avez pas besoin d'avoir des lunettes ou une magie pour découvrir dans quelles circonstances l'honorable Cherubin Okende a été tué. Vous n'avez pas besoin de tout ça. On le met, on le place dans la Jeep, on ferme la ceinture d'abord de sécurité, à côté de son siège. Il n'y a pas de sang. Mais attends, est-ce que vous avez besoin d'une expertise? Vous avez besoin d'une expertise en criminologie pour découvrir que l'homme a été tué ailleurs pour être déposé là-bas? Non. Et votre expertise donne quoi? Non, mais attends, la justice a les dossiers en main, je crois. Oui. On ne peut pas conclure sur les étapes qui sont en justice. Donc personne ne peut conclure. Non. Quand vous me parlez des étrangers, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme lumière que nous ne savons pas? Même l'enfant de 10 ans connaît que Cherubin était tué. Et comment? C'est quelle coïncidence? Il y a un problème de confiance autour de la justice congolaise. C'est ça le problème en fait. Quelle coïncidence qu'un ministre puisse déposer sa démission sagement, avec constance, avec un esprit louable, et se donne aux pratiques électorales parce que c'est un acteur politique.
et il est sauvagement tué. Il quitte la cour constitutionnelle, une haute juridiction, où il était, vit, aperçu, contacté même, mais c'est après le départ de la cour constitutionnelle qu'on retrouve un homme mort. Mais est-ce que vous avez besoin d'une thèse en criminologie pour comprendre dans quelles circonstances l'homme, l'élite du peuple, a été sauvagement tué et qui s'est retrouvé déjà dans son véhicule, le corps abandonné, sans vie. Je crois, Gaïta, ce malheureux, Chéribé, c'est un père de famille. Chéribé, c'est un citoyen congolais. Il a été ministre du Transport. Il a servi cette République. Sa mort ne doit pas passer inaperçue. Tout ce qu'on nous appelle comme expertise ne va rien aboutir. Nous avons besoin seulement que le régime s'assume. Lorsque vous tuez, vous acceptez, ça c'est votre bilan. Ce n'est pas le régime qui a tué, attendons voir les résultats de l'enquête. Terminons peut-être par ici. Votre commission que vous avez mise en place là, elle a quoi comme mission? Et qu'est-ce elle va faire des résultats des enquêtes qu'elle va mener? L'État assure l'intégrité territoriale et la sécurité de la population. Et donc tous, nous sommes sous la couverture de l'État. Ma mort doit être aussi une part de responsabilité pour l'État. Et donc on ne peut pas seulement hériter l'actif, on ne peut pas dire non, on a construit des routes, mais quand on tire les gens, ça devient le bilan de qui? Tout ça, c'est un tout. Lorsque vous gérez, vous ne savez pas sécuriser les gens. Lorsqu'on me tue, pourtant la police est là. Lorsqu'on tire Chéribé, pourtant l'armée est là. C'est-à-dire que l'État n'a pas été capable de sécuriser la vie de Chéribé. Alors ne font pas prendre mes mots en disant que comme je l'ai lié au régime, non, je n'ai pas tort. C'est ce régime qui est censé sécuriser. Même le vendeur de bananes. Rapidement, votre commission là, elle a quoi comme mission? La commission a comme mission d'enquêter, bien sûr, comme vous venez de le dire, parce que nous n'avons pas confiance en la justice de notre pays. L'expérience nous a démontré combien de ratés, quand on mène des enquêtes, nous avons perdu Tchébéa. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est ce même pays. Nous avons perdu Rossi Mukendi. L'Ikoulou, on a beaucoup d'activistes. Où en sommes-nous? Qui a été jugé, M. Gaëtan? Vous ne vivez pas dans une autre planète. Vous vivez dans ce pays comme moi. Lorsque les enquêtes sont biaisées, lorsqu'il y a une tendance, il y a une mainmise, mais qu'est-ce que vous voulez? Déjà aujourd'hui, les procureurs se prononcent. Pourquoi ils s'agitent? Pourquoi les gens s'agitent? Quand il y a des enquêtes, laissez que les enquêtes aboutissent. Nous, à notre niveau de la société civile, nous avons mis en place une commission mixte. Et cette commission est en train d'enquêter sur les mouvements de Chéribé Okende, qui l'avait contacté, qu'est-ce qui s'est passé, pour essayer un peu de fournir nos données à la justice au moment opportun. Parce que nous sommes Congolais, nous connaissons la vie de Kinshasa. Et en harmonie avec ses proches, nous sommes en train d'enquêter. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à donner les résultats de nos enquêtes, mais qui seront bien sûr opposés à ces soi-disant résultats de vos experts-là qui vont encore prendre le budget de la République où on va tirer ces enquêtes à la longueur. Merci beaucoup, Justin Bahati. Childéric Ndossa, vous revenez d'une petite tournée, si je puis le dire ainsi, dans l'est du pays où se trouve encore un de vos leaders, en la personne du ministre du Budget, Monsieur Boji, Aimé Boji Sangara. Alors, vous avez religieusement suivi les propos de Justin Bahati. Est-ce que la société civile a le droit de mettre en place une commission qui peut évoluer parallèlement aux enquêtes menées par la justice? Ici, d'ailleurs, je voudrais plus porter des précisions dans ces allégations. Moi, j'appelle ça des allégations très vides. Pourquoi allégations très vides? Vous savez que nous sommes en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est réglementée par les règles. Les règles sont les lois qui régissent le fonctionnement de la République. Dans un État, nous avons la présidence de la République, nous avons le gouvernement, machin, et la justice. C'est la justice qui est compétente en cas d'un forfait d'entreprendre des enquêtes. Ici, nous sommes dans la phase inquisitoriale, dans la phase secrète, où la mort de Chéribin, tout le monde n'est pas content de ça. C'était odieux. Chéribin, c'est un chef de travaux à la faculté de droit où je suis assistant, des mêmes départements. Il préparait sa thèse avec le professeur Jacques Njoli. C'est quelqu'un qu'on se connaissait vraiment de façon mutuelle. Mais dire aujourd'hui que la mort de Chéribin, imputer ça directement au gouvernement, au pouvoir, c'est grave comme allégation. Je suis très... C'est le pouvoir qui est censé protéger les citoyens, c'est que leur bien. Permettez-moi, le pouvoir n'est pas irresponsable de protéger la population et c'est bien. C'est régi par la Constitution. Ouais. Mais lorsqu'un cas isolé arrive, par exemple la mort de Chéribin, écoutez, dans cette phase où je vous parle, il y a des enquêtes. La justice qui est compétente de les parquets des grandes instances, la Cour de cassation, qui mène en jonction les enquêtes pour savoir qui a été le commanditaire de l'assassinat de l'honorable Chéribé Okende. Mais faire des conclusions hâtives, imputer directement, ou vouloir utiliser l'euphémisme dans le langage de la société civile, c'est grave. Et je voudrais ici rappeler à l'ami de la société civile que
la société civile n'a pas compétence dans un état de droit d'investiguer. Ça tire les fondements juridiques dans quelle disposition de la loi. Ici, nous connaissons tous que la justice qui mène encore des enquêtes, lorsqu'il parle que le procureur général est en train de s'agiter, c'est grave comme allégation. Ça, c'est un délit de justice. Nous sommes dans la phase inquisitoriale. La phase inquisitoriale, c'est la phase secrète où on est en train de chercher les éléments de preuve pour faire une situation en prévenir et fixer. Alors, elle dit que, plutôt, Justin dit que leur organisation mène des enquêtes qui pourraient aider les enquêteurs à pouvoir leur organisation dans un état de droit, dans un état structuré, l'État ne reconnaît pas à une société civile d'amener des enquêtes. Ce sont des groupes de pression, ils ont droit de faire des déclarations, mais ils n'ont pas le pouvoir d'amener des enquêtes parce qu'ils ne sont pas institués par le gouvernement de la République démocratique du Congo d'amener des enquêtes et amener les rapports parce qu'ils ne font pas confiance à la justice de la République démocratique du Congo. C'est grave parce qu'ils sont société civile. C'est grave comme allégation. Donc, elles n'ont pas compétence. C'est pourquoi je voulais dire à l'ami, elles n'ont pas compétence. Les lois de la République ne les reconnaissent pas les prérogatives d'amener des enquêtes sur des questions qui relèvent de la justice. Ici, c'est la justice de la République démocratique du Congo et des services de sécurité qui font jonction autour de la question de Chéribo Kende pour trouver la lumière. Alors, parce que vous reprochez peut-être à Justin Bahati d'avoir dit que la justice est en train de s'agiter, mais moi, je vais rapporter les propos d'un grand criminologue, un professeur d'université, qui dit, d'après lui également, que la justice est en train de s'agiter. Pourquoi avoir fait une conférence de presse le jour même où l'on annonce la mort? Pourquoi, par après, faire une autre conférence de presse alors qu'on est dans une phase inquisitoriale qui est supposée être secrète? Il n'est pas, et le procureur n'a pas livré les secrets de l'enquête. Il n'a pas livré les secrets. On a plutôt jeté un flou alors. Non, c'est pas un flou. Sur la manière de penser même l'affaire. Il n'est pas interdit au procureur général de la République de faire un point de presse pour éclaircir l'opinion. Et dans les points de presse du procureur de la République, ce n'était pas de dire, écoutez, nous avons enquêté, voilà ça, voilà ça. Les procureurs avaient demandé à la profession d'être calme, que le dossier est en train d'être suivi. Donc, faisons confiance à la justice de la République démocratique du Congo et attendons au moment où le procureur va finir sa phase inquisitoriale, sa phase secrète, il va fixer le dossier. C'est à ce moment, lorsqu'il dit que nous étions ici, le procès Chebeya n'a jamais eu de conclusion, mais on a arrêté les gens, je ne sais pas s'il était dans quel pays, mais on a arrêté les gens. Et le procès Chebeya, vous connaissez, ceux qui ont été cités nommément dans cette affaire sont à Makala. Mais ici, je voulais dire à l'ami, ils doivent éviter surtout à douter de la justice de la République démocratique du Congo. Et la société civile dans ces pays n'a pas compétence d'enquêter sur des matières qui relèvent du droit, des matières pénales. Donc les amis doivent éviter ce genre d'allégations et imputer directement au gouvernement la charge de la mort de Chéribo Kende. Alors, ça c'est très grave. Justin Bahati, on peut facilement faire un lien entre le processus électoral tel qu'il est organisé et la question sécuritaire, même dans l'est du pays. On va directement dans le vif de notre sujet, le processus électoral, la crédibilité. Récemment, un sénateur a dit organiser les élections sans les territoires occupés tels que Rutshuru, Massissi et les Kwamouth, c'est notamment discréditer tout le processus en soi, c'est affirmer les allégations de balkanisation du pays. Qu'en pense la société civile? Absolument. J'aimerais d'abord préciser à notre co-débatteur que les gens coopèrent avec la justice. Quand on parle des enquêtes, on ne dit pas que nos enquêtes vont s'imposer. Ça s'appelle tout simplement. C'est les procureurs qui doivent les associer. Quand on coopère avec la justice, on peut réunir les éléments, même le voisin. Dans cette phase ici, la justice ne demande pas la société civile de faire jonction pour avoir des éléments sur la mort de Chéribo. Monsieur Gaëtan, pourquoi on demande même aux voisins du mouvement de quelqu'un? Ça veut dire que ces voisins collaborent. Il y a, s'il vous plaît. Mais il y a les enquêteurs. Il y a des enquêteurs. Il y a des enquêteurs principaux. On a fait appel en matière de sécurité. Tout citoyen qui peut avoir une information ou un élément, il n'est pas interdit. Il a dit ici qu'elles ne font pas confiance à la justice. C'est ça que je dis. Mais c'est ça la justice qui dit, bien sûr. On fait appel même à l'expertise extérieure pour avoir la lumière autour de la question. Je crois de la mort de Chéribo. La parole m'était donnée, je crois. Vous allez terminer alors. Vous allez terminer vos propos. Vous réagirez après qu'il aura fini de parler. Je suis en train de rappeler aux frères de l'Union sacrée que l'État est censé sécuriser les gens.
et que toute personne sauvagement tuée est à charge de l'incompétence de l'État. Je le répète et je le souligne. Parce que quand l'État ne sait pas sécuriser les paisibles citoyens, cet État est défaillant. Et ces mots-là, je les souligne, je ne le retire pas. J'évolue en disant ceci, par rapport aux enquêtes. Tout citoyen a le droit de fournir les éléments. Surtout quand il s'agit de la sécurité. Les chefs de l'État avaient appelé tout le monde d'ouvrir les yeux et d'observer tout danger qui peut arriver à la République. Il n'est pas interdit à la société civile de fournir d'autres éléments qui ont échappé à la justice. Le procureur n'a pas les yeux partout. Il a les yeux à travers d'autres informations. Il y a des services. Nous sommes une organisation reconnue par l'État. Quand vous dites c'est non sur base de quel soubassement, nous sommes une ASBEL. Nous sommes une ASBEL. Et dans notre fonctionnement, nous avons droit de contribuer au bon fonctionnement aussi du pays. Ça, il faut préciser. Et quand on parle du bon fonctionnement du pays, il y a l'approche sécuritaire, il y a l'approche de paix, il y a l'approche même du quotidien, c'est-à-dire le social. Donc, il n'est pas interdit à la société civile de fournir les éléments importants. Quand vous parlez de l'expertise internationale, les experts qui seront appelés, ils ont aussi quel soubassement? Ils deviennent crédibles plus que les paisibles citoyens. Nous avons ce droit en tant que fils. Nous n'avons pas le droit de juger. Je suis d'accord. Parce qu'il y a une justice qui est censée donner les dernières conclusions. Mais il n'est pas interdit à tout citoyen qui pourrait avoir un mouvement suspect de chérubin de venir verser ces éléments au niveau du procureur. Chez les procureurs, il n'est pas interdit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Revenons maintenant à notre... Non, par rapport au processus électoral, sujet, oui. Je crois que c'est lié. Ce n'est pas seulement exclure une partie de la population. Même d'autres formations politiques. Vous savez, on évolue dans un État démocratique où il y a des forces de l'opposition et de la majorité. Et si cette harmonie n'existe pas, nous ne pouvons pas parler de la démocratie. Mais malheureusement, nous sommes en train de vivre à biceps. Nous sommes dans le forcing. C'est comme si on amenait le train dans le mur, comme si on était pressé pour aller résoudre quel problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux garants du bon fonctionnement de la République? Qu'est-ce qui manque aux institutions de la République de bien vouloir ouvrir un espace pour que tout le monde soit écouté? Par exemple, qu'est-ce que l'opposition reproche au régime actuel? S'il y a une mauvaise structuration de la CENI, pourquoi ne pas ramener la question sur la table? Même quand bien même je suis en train de parler de cette exclusion, est-ce que vous vous rendez compte de cette population qui va être privée de son droit le plus légitime, qui est le droit de voter? Tous nous avons ces droits, mais quelqu'un qui est à Kwamout n'aura pas la chance d'y être. Quel sera sa... Comment il va se comporter? Aster, il n'a pas d'abord de carte d'électeur. Ce monsieur est citoyen congolais ou pas? Quelqu'un qui a retour Aster, comment il va se présenter à la barrière avec l'ancienne carte? Vous vous rendez compte de cette psychose, cette exclusion même? Un citoyen qui ne se sent plus dans la peau de son pays. C'est dangereux, Gaëtan. Moi, je pars voter, mais mon frère qui est à Béni n'a pas le droit de voter. Mais la CENI a dit qu'au moment opportun, on pourrait organiser l'enrôlement des électeurs là-bas. Les compétences... Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que ces territoires sont définitivement exclus après la fin du dépôt de candidature? Les territoires occupés par des groupes terroristes, des bandits, des agresseurs. Mais non seulement ils sont exclus, ces gens sont en train d'être violentés du jour au lendemain. Et donc, à ce stade, le pays est paralysé. Vous savez, même si une avenir est occupé, c'est le pays qui est occupé. Je n'aime pas les discours, non, la partie Est est occupée. C'est la République démocratique du Congo qui est occupée. Allez en Ukraine pour voir comment, aujourd'hui, c'est l'actualité. Allez occuper seulement une avenue des États-Unis, c'est tous les Américains qui seront debout. Pour nous, les acteurs politiques qui vont passer, vont dire non, il n'y a pas de problème, et ils vont au moment opportun. Ce sont des termes. Quel moment opportun? Les citoyens sont égaux. Nous sommes nés égaux. Le même droit que j'ai à Kinshasa, c'est le même droit qu'a quelqu'un à Rutshuru. Mais aujourd'hui, il n'a pas ses droits, il n'a pas sa pièce d'identité. Quand il se promènera, il aura quelle identité? Est-ce qu'il se reconnaît en RDC ou il se reconnaît en Ouganda ou dans M23? Je crois que ça, c'est un défi majeur, Gaëtan, qu'on devait d'abord résoudre avant de nous précipiter avec des défilés. Alors, dans l'exposé des motifs de la loi électorale de 29 juin 2022, on a fait d'abord, on a présenté un tableau des griefs formulés contre les récents cycles électoraux. Est-ce que vous pensez que ce processus électoral porte en lui déjà des griefs plus, je dirais, prononcés que ceux des processus électoraux passés? Plus grave même, parce qu'il faut employer les mots à chaque place. Lesquels notamment? Le premier grief sur lequel il n'y a pas l'inclusivité. Mais c'est les mêmes griefs, on a toujours chanté ça partout. Quand le processus électoral n'est pas inclusif, c'est déjà biaisé, le départ est mauvais. Le forcing même dans la composition des animateurs, au sein de la commission électorale. Vous avez vu comment les choses sont faites à la vitesse, comme si c'était le volcan à l'Assemblée, on a réuni les députés la nuit, bangou bangou, et les choses sont parties comme ça, c'est déjà un mauvais départ. Non seulement ça, les déséquilibres même au sein des institutions. Les gens d'une même famille se retrouvent en train de diriger les institutions. Il n'y a pas plus tard qu'on a nommé même au niveau des hauts gradés de l'armée. Même formation, pour ne pas parler de tribus, mêmes individus qui contrôlent les circuits de crédibilité des élections. Quand la Cour constitutionnelle pose problème, Gaïta, quand la commission électorale pose problème, quand les services de sécurité posent problème, vous attendez quel résultat? Il faut être magicien. Ça va sortir d'où? Déjà, la commission électorale est douteuse. Les gens ont peur. Les opposants comme la société civile, nous, on n'a pas confiance. Je le répète encore. On parle du côté constitutionnel, on pouvait se réfugier. Là, n'en parlons même pas.
dans un triangle déjà acquis à l'union sacrée. Qu'est-ce que vous attendez? Les autres ne seront qu'abattus. Comment vous voulez amener les gens dans une course où vous avez déjà l'arbitre, vous avez déjà son assistant, et vous avez vous-même les gardiens, vous avez vous-même les terrains. Donc vous amenez les gens jouer les matchs. Merci Justin. Merci Justin. Je crois que ça... Chidéric Ndossa, à mi-parcours, lorsque vous essayez d'évaluer ce processus électoral, pourriez-vous dire qu'on a mieux fait les choses maintenant ou on n'a vraiment pas évolué? Bon, écoutez, je venais de suivre mon co-débatteur. Ouais. Vous avez évoqué la situation de l'Est. Bon, quelques territoires de la démocratique congo. Rutshuru, Masisi, même dans le centre du pays. Le président Lasseni vous a dit, je crois que vous l'avez suivi, qu'à un moment, avant le processus... Mais aujourd'hui, on a bouclé avec les dépôts de candidature pour les législatives. Comment on va rattraper ça? L'organe technique qui vous dit, à un moment, nous allons aussi s'occuper de cette... Non, il y a un calendrier, ce n'est pas un moment. La CENI ne peut pas s'imposer comme il veut. Il y a un calendrier consensus. La CENI vous dit que bientôt, il y aura dans 3 territoires de la République démocratique du Congo, on va organiser l'enrôlement et les processus électoraux. Donc, attendons voir ce que la CENI a dit et faisons confiance à la CENI de la République démocratique du Congo. Alors, pour revenir, parce qu'elle a midi, on n'a pas organisé les élections. Là-bas, en Kwamutu, à Masisi, écoutez, ce sont des zones encore en conflit. C'est les services de sécurité dont la République démocratique du Congo est régie par les organes qui sont aussi habilités, à savoir... Mais justement, ce n'est pas une première, les élections. Quand vous lisez la loi électorale, on va vous dire que les élections ont toujours été partielles, tant techniquement que pratiquement. Elles ont été partielles parce qu'on n'avait pas organisé les élections urbaines, etc. Mais partielles aussi parce qu'on avait exclu quelques territoires. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. On a évolué, c'est là où je dis, la CENI vous dit qu'à un moment, il va s'occuper des territoires qui n'ont pas reçu des cartes d'électeurs et ils vont voter. Donc attendons, la CENI sait les pourquoi. Donc faisons confiance à la CENI. Évitons ici de vouloir déjà faire une prémonition négative par rapport aux élections qui seront organisées en 2023. Moi je pense que le procès sera très crédible et faisons confiance aux institutions de la CENI. À ce stade, pour vous, c'est crédible. On a évolué quand même. Mais il y a quel problème? Est-ce que la République peut stagner parce que... Pourquoi il y a eu ce manque d'engouement, notamment dans le dépôt des candidatures? Ce sont des enquêtes empiriques que vous avez menées pour savoir s'il y avait manque d'engouement. On peut le sentir, la CENI a dû prolonger d'une semaine en raison de ce manque d'engouement. Ça s'est fait. Si vous avez la jurisprudence des élections passées, il y a toujours une prorogation qu'on accorde. Oui. Il y a eu engouement. Quand 2 ou 3 individus, un groupe d'individus, refusent de déposer leur candidature, est-ce que la République doit stagner parce qu'il y a 3 ou 4 personnes qui ne veulent pas déposer leur candidature? Mais la République doit évoluer. Il y avait engouement, les gens ont déposé leur candidature. Je sais que la Télé 50 a couvert plusieurs dépôts de candidatures ici. Vous allez vérifier vos régions, vous allez voir. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, certes, il y a plusieurs chaînes aussi qui ont couvert des dépôts. Il y a eu engouement. Mais c'est là où je vous dis que la République ne peut pas se tenir parce qu'il y a un groupe de 3 ou 5 personnes qui refusent de déposer leur candidature ou qui refusent d'aller aux élections de 2023. Alors, on attend peut-être des vrais chiffres. J'aurais cru entendre que pour la CENI, il y a eu plus de candidatures durant ce cycle que dans les cycles précédents. On attend de voir les vrais chiffres. Mais une autre question. Est-ce que qualitativement même les choses ont évolué? Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ce sont les suppléantes des familles qui sont alignées. Ce sont des jeunes gens moins âgés qui sont des candidats députés nationaux. Est-ce que qualitativement, les jeunes gens, tel que voulu par les partis prenants, les choses ont évolué? À l'âge de 18 ans, on peut être candidat. Lorsque un candidat place son fils comme premier suppléant, est-ce que c'est un crime de lèse-majesté? Si son enfant a des atouts à être député national ou à être ministre, est-ce que c'est exclu? Est-ce que c'est exclu? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Mais moi, je pense que ce n'est pas beaucoup de candidats qui ont comme suppléant bon, ça dépend de l'organisation de chaque parti politique. Oui, même au sein même de la CENI, l'opposition l'avait dénoncé devant Denis Kadima en disant qu'on ne veut pas avoir des cas de conflits d'intérêts. À l'intérieur de la CENI, il y a des questeurs qui ont aligné leurs enfants comme candidats députés provinciaux ou nationaux. Il y a les cas de M. H. Matembo, il y a Roger Bimoala, c'est cité sur Internet, il y a le secrétaire exécutif national, Mabipou Toutokani. Ce conflit d'intérêts, ce sont les choses qu'on a récusées précédemment. Ça, c'est pas conflit d'intérêts. Lorsqu'on est membre de la CENI, est-ce qu'il est interdit à un enfant qui est congolais, qui a les droits aussi? Mais ils finissent par être élus, c'est ça le problème. Non. Ils finissent par être élus. Ça, c'est une mauvaise prémonition que vous êtes en train de faire.
Ces enfants, les enfants de Corneille Nangaa qui était président de la CENI, il a pratiquement tous les gens de sa famille qui ne peuvent pas. C'est pas parce qu'on est membre de la CENI qu'on doit inscrire votre enfant à être candidat lorsqu'il en a les atouts, lorsqu'il en a les droits qui lui est reconnus par la Constitution. Ça, c'est un faux débat. C'est vraiment un faux débat. C'est pas parce qu'on est membre de la CENI que vos membres de famille ne peuvent pas entreprendre certaines activités politiques. Ça, c'est un faux débat. Ne retardons pas les processus dans les faux débats. Ça, c'est un faux débat. Alors, juste un vous avez besoin de réagir. Écoutez un peu ma question. Alors, j'ai échangé avec un enseignant, un philosophe, c'est aussi un ami. On l'a intéressé par les partis politiques qui lui ont demandé d'être candidat au nom de leur parti politique. Il leur a dit non, moi je veux pas être candidat. C'est pas les affiches qui font que quelqu'un soit élu. Il sait comment on devient député ou nationaux ou provinciaux. Ce sont les gens qui n'ont pas. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Je sais pas. Moi j'ai pas compris en tout cas. Monsieur Gaëtan, les gens n'aiment pas ce pays. Oui. Lorsque un Congolais comme moi en face de moi est en train de dire à l'opinion, parce qu'on est suivi à travers le monde, à travers la République, il est en train de nous faire preuve et de nous confirmer que le processus électoral évolue bien, il n'y a pas de problème. J'aimerais poser la question au maître qui est devant moi. Est-ce qu'il a sa carte? Quand on parle des aspects techniques, moi je suis ancien de la CENI. La CENI a un calendrier. Moi j'ai passé 5 ans de travail à la commission électorale. J'ai contribué au processus électoral en tant qu'expert. Il y a un calendrier électoral. On ne peut pas dire que non, Denis nous a dit un moment opportun. Il n'y a pas de moment opportun. Tout se planifie. On vous parle, il y a une partie de la République. S'il vous plaît, le processus électoral n'est pas une magie. Tout est planifié. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on le fera? Dès qu'on rate la fermeture de BRTC, un candidat qui est à Massissi, comment il va postuler? Le moment opportun, c'est quand? C'est Denis qui maîtrise la sécurité. Il connaît quand est-ce que les M23 sortiront. Quels sont les éléments? Mais s'il n'a pas enrôlé les gens à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est parce qu'ils ont eu des éléments des services de sécurité qui disent que dans telle zone, la situation n'est pas bonne. N'envoyez pas les agents de la CENI. Vous auriez voulu voir les agents de la CENI être tués par les rebelles, c'est ça? C'est la mère qui se voulait lui poser. Sur le plan technique. Vous auriez voulu voir les agents de la CENI être tués et les populations amassées, se faire massacrer. S'il vous plaît, c'est moi qui pose les questions. Lorsque les services de sécurité vous disent que dans telle zone, il y a insécurité. Donc merci. Vous voulez qu'on envoie les agents de la CENI? C'est moi qui pose les questions, vous aurez votre temps de réaction. C'est aussi la question. Notre frère de il doit être républicain. S'il vous plaît. Vous avez posé une question principale sur le plan qualitatif, sur le plan technique. Est-ce que les élections s'organisent bien? Il était en difficulté de répondre à la question. Mais je réponds à la question. Je parle d'abord de l'approche technique. Même de cartes de l'électeur, M. Gaëtan. Est-ce que vous savez qu'au moins 60% des Congolais n'ont plus leur carte? Techniquement, qu'est-ce qu'il appelle technique? D'abord, les pièces ne sont pas à la hauteur. Ça, c'est un échec grave pour un pays comme le nôtre, où une carte ne peut que sur le soleil comme ça les écrits. Mais parallèlement, l'ONIP est en train de préparer les cartes d'identité. Il a plongé sa carte dans l'eau. Il a plongé sa carte dans l'eau et sa carte dans l'eau. S'il vous plaît. Moi, ma carte est dans un. S'il vous plaît, Chidé Ngosa. J'évolue en lui disant si l'approche technique ou sécuritaire. La sécurité revient toujours à l'État. L'État ne se lamente pas. Ce que vous dites là, vous voulez que ça soit la charge de qui? Parce que la CENI ne vole pas en vase dispersé. La CENI est un tout. Le processus électoral prend l'approche sécuritaire, ça prend l'approche technique. C'est pourquoi il y a les organisations, en fait, on appelle quoi les organisations de gestion des élections, qui collaborent avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense pour toutes ces questions. Et ça ne se fait pas maintenant, ça devait se préparer avant. On ne peut pas amener le pays chaque fois devant des faits accomplis. Est-ce que hier, Denis ne savait pas que la zone était occupée? Le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, c'est maintenant qu'il vient de le savoir, parce que vous n'allez pas nous rappeler que l'insécurité n'est pas à l'Est. Elle est là, nous le savons. Quel est le taux de mesures techniques qui était annoncé avant, parce qu'il y a des cadres de concertation. Avant que la CENI ne publie, que ça soit telle opération, elle ne le fait pas seule. La CENI invite le parti politique. Juste Abati, est-ce que vous ne pouvez pas au moins reconnaître que c'est une sorte d'impasse? Si on avait privilégié la question sécuritaire en n'organisant pas les élections à cause de ça, qu'est-ce que l'opposition aurait dit dans ce cas de figure? Elle aurait dit que, voilà, la Constitution, vous ne la respectez pas. Les conseils. Gaëtan, nous avons des cerveaux, nous avons des personnes qui ont de l'intelligence, qui pouvaient aider cette République. Mais nous avons un cercle verrouillé. Nous avons des gens qui n'ont pas de matière, mais qui veulent toujours prendre le devant. L'organe technique de la commission électorale est en défaillance. Je le répète parce que jusqu'aujourd'hui, M. Gaëtan, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler, les rapports sur la cartographie n'ont jamais rentré à la République. Je me mettre au défi s'il a une copie sur la cartographie. Les rapports est gardé parce qu'il y a eu beaucoup de ratés. Il y a même des écoles qui étaient identifiées comme des sites de vote et pourtant ces écoles se sont déplacées. Je vais donner un exemple. Comme une école qui était, je crois, dans les Nyiragongo. C'était une école de prêtres. Mais les prêtres ont transformé ça en couvent.
Mais nos amis qui étaient partis sur le terrain ont identifié ça comme site de vote. Est-ce que dans un couvent on peut effacer les Alors élections? donc, quand on va rédiger, Justin Bahati, lorsque que la CENI est en train vous voulez dire aujourd'hui, le rapport de cartographie n'est pas rendu public. Justin Bahati, on va nous faire croire qu'au moment opportun, on va enrôler dans les massifs. Vous voulez dire autrement que lorsqu'on va rédiger la prochaine loi électorale, en 2028 probablement, on va reprendre encore les mêmes griefs. Ce cycle électoral serait aussi un cas de figure. On va dire le cycle électoral n'était pas bien organisé, c'est ça? Nous tournons en rond, M. Gaëtan. Oui. Est-ce que vous savez que le PPRD, c'est le parti... Aujourd'hui, si nous avons l'union sacrée, c'est le virage du PPRD. Sous-estimer le parti comme celui-là, dire que 2-3 personnes ne sont pas déposées, c'est grave. Gaëtan, il y a des propos. Vous êtes un journaliste et les gens nous écoutent. Lorsqu'un grand parti comme le PPRD, que je ne défends pas bien sûr, s'il vous plaît, lorsqu'un grand parti de l'opposition comme le CID estime que le procès n'est pas crédible, mais le frère devant moi me fait voir que 2-3 personnes, mais c'est grave. Aujourd'hui, la composition de l'Assemblée, il y a 60% à PPRD, qu'on se le dise. On ne peut pas effacer l'histoire et la mémoire des gens, même si les gens ont été débauchés de gauche et de droite. Maintenant, cette formation politique qui nous a ramené un grand nombre d'élus, qui a aussi une notoriété sur le terrain, vous la réduisez en disant que c'est 2-3 personnes et c'est dangereux. Il faut qu'on parle des choses avec l'amour du pays. Rapidement, est-ce que vous avez remarqué aussi ce manque d'engouement? N'est pas inclusif. Le manque d'engouement, vous avez remarqué aussi? Il n'y a pas d'engouement. Comment il y aura l'engouement? Comment expliquer cela? Il y a des erreurs techniques. Oui. D'abord, les gens ont leurs cartes déjà falsifiées, je vais dire effacées si je peux le dire. Aujourd'hui, les gens solidarisent, le chef de l'État nous a appelé à la solidarité. Qu'est-ce que signifie la solidarité? Si toi tu n'as pas mangé, moi aussi je ne peux pas manger. Mais si les gens partent déposer, et celui qui a massif n'a pas déposé, qu'est-ce qu'on appelle la solidarité nationale? Dans la théorie, vous mangez, d'autres souffrent. Cette solidarité que le chef de l'État nous a appelée, c'est des... Et d'ailleurs, si on était sérieux, on allait stopper toutes ces histoires et résoudre des problèmes de sécurité. Et nous arranger pour que nos frères aussi aient le même droit que nous. Malheureusement, c'est minimisé. Écoutez comment quelqu'un de l'Union sacrée vous dit, bon, est-ce qu'il y a un problème si 2-3 personnes n'ont pas déposé? Il prend ça à la légère. Et puis il vous fait voir, non, la CENI vous a dit qu'au moment opportun. Quel est le moment opportun pour un pays? Le moment opportun pour un pays, c'est un moment planifié. La planification de la CENI est déjà en déséquilibre, Gaëtan. La commission électorale est en train de vouloir maintenant nous amener dans le glissement encore. Vous allez voir, je ne suis pas un prophète de malheur. Vous allez voir la CENI nous ramener dans des opérations qui étaient passées au moment où on a dépassé. Merci beaucoup, Justin Bahati. Juste, Chédéric Ndossa aura le même temps de parole que vous. Je vous ai accordé plus de temps de parole, alors vous l'attendrez terminer jusqu'à la fin. Alors, que réagissez-vous? Que répondez-vous à Justin Bahati qui dit que la CENI nous amène vers un autre glissement? Non. Qu'est-ce que c'est la CENI, en tout cas, qui congestionne les choses et finalement on va aboutir à un dialogue peut-être? Il n'y aura pas de glissement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de dialogue non plus. On a fait appel au dépôt des candidatures. Oui. C'est un droit de déposer ou de refuser. Et la République va continuer. J'insiste, lorsqu'un groupe des individus, 3 ou 10 personnes, 20 ou 50 personnes, refusent de déposer leur... C'est un droit de déposer comme de refuser. J'insiste que la République ne peut pas stagner parce qu'il y a un groupe qui sont contre les processus. Et la République ne peut pas stagner pour attendre des gens qui ne veulent pas, qui ont des raisons. Il y a des préalables. Écoutez, les préalables ont été respectés. Ah bon? Il y a inclusivité à la composition de la CENI. Quel préalable encore vous posez là-dessus? Parce que c'est là où je dis, la République doit continuer, faisons confiance à la CENI qui est l'organe technique d'organisation des élections qui vous disent que nous allons partir en 2023. Si vous refusez de partir en 2000, si je ne m'abuse pas, 11, l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui n'avait pas déposé. Est-ce que la République avait stagné? Ça veut dire qu'on n'a pas évolué. On est en train de faire les mêmes choses qu'on décrit autrefois. Non, j'ai fait une approche politique ici. Okay. En 2011, le fait Étienne Tshisekedi, interdisant formellement son parti pour ne pas déposer les candidatures. Et la République avait continué. Il y a eu des élections ici crédibles aussi. Vous trouvez ça normal? Mais je vous dis, c'est un droit. C'est un droit de déposer comme de refuser. On ne vous contraint pas d'être candidat. Si vous avez vos raisons, si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas préparé vos bases, vous estimez aller dans un processus comme ça, je risque d'échouer. Mais la CENI viendra vous arrêter chez vous avec vos sacs pour venir déposer la candidature. Je dis c'est un droit. Il faut reconnaître ça qu'il y a un droit. Et la République ne peut pas, j'insiste, c'est une redondance, stagner parce qu'il y a un groupe d'individus qui sont mécontents pour des raisons qu'eux-mêmes maîtrisent, à aller aux processus électorales, alors qu'il y a l'élection en 2023. Ils ont des revendications qu'ils ont très bien formulées. Revendications? Alors, d'après vous, ce sont des revendications non fondées? Ce sont des revendications béantes pour faire traîner les procès électoraux. Il y aura élection en 2023. Parce qu'ils disent qu'on doit aller aux élections, alors préparez-vous, préparez vos bases.
Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas préparé les bases. Alors, vous êtes juriste. Pas les moyens. Je peux vous rappeler quelques revendications du PPRD et du FCC, notamment la composition de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est très au départ, bien évidemment, au départ. Il y a eu des constitutionnalistes qui ont approuvé, en tout cas, la manière de voir du PPRD et du FCC. Il y a eu par la suite la composition de la CENI. Ils ont parlé du débauchage. Il n'y a pas de l'opposition à l'intérieur. Ils ont reproché aussi quelques parties de la loi électorale. Je vous réponds aussi techniquement. Je vous réponds techniquement. Nous ne sommes pas dans un pays autocratique. Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a eu la désignation des membres de la Cour constitutionnelle conformément aux lois de la République. Selon vous, oui. Mais oui, conformément aux lois de la République, la procédure a été respectée. Il y a ceux qui sont venus de l'Assemblée nationale, il y a ceux qui sont venus du Conseil supérieur de la magistrature, et c'est nommé par le pouvoir du président de la République. Mais dans un pays, lorsqu'un individu émet un point de vue, qu'il est contre, est-ce que même Jésus n'avait pas fait l'unanimité? C'est une partie prenante au processus électoral, quand même. Mais moi, je dis, il n'y a pas de problème. La Cour constitutionnelle a été très bien composée, et la CENI même. Mais nous sommes dans un pays, tout le monde a le droit. C'est un pays démocratique à mettre un point de vue à critiquer. Mais lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes... Alors, j'essaie de réfléchir un peu au manque d'engouement. Est-ce que c'est pas le seuil de recevabilité au prorata de 60%, notamment, chaque parti au regroupement devait présenter 300 candidats, plus ou moins, et une caution quand même importante. C'est pas cette insertion-là qui a aussi plombé le processus, je dirais, le dépôt de candidature, non? Monsieur Gaëtan, je vous ai dit ici, j'insiste, je réitère, que nous sommes dans un état de droit. Je ne vais pas faire beaucoup de discours ici, je suis très brefite dans mon argumentaire, que dans un état de droit, chaque Congolais a le droit de faire ou de ne pas faire. Ça, il faut le savoir. Lorsque les gens refusent de ne pas être candidats, ça c'est monsieur Gaëtan, on doit commencer à chercher à savoir quelles sont les raisons. Mais la CENI a fait appel ici, dans les chaînes de télévision, de communiquer ici. Alors, on va faire le dernier tour de voilà, table il faut pour déposer. terminer Lorsque rapidement. vous ne voulez pas déposer, donc la République va stagner ici parce que vous ne voulez pas déposer, vous ne voulez pas être candidat. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, ils savent qu'ils n'ont pas préparé les bases. Justin Bahati de la société civile, vous n'êtes pas politique en tout cas, donc vous avez certainement un point de vue équilibré, vous ne condamnez pas totalement le pouvoir, j'imagine, en tant que société civile. Alors je vous pose la dernière question, puisque vous êtes sans équivoque, vous ne voyez rien de bien, rien de bon dans ce processus électoral. Que faut-il faire? Qu'est-ce que le pouvoir ou la CENI peut faire pour essayer de crédibiliser, donner du crédit à ce processus électoral? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Quand on parle des élections, on parle de toute la République. Oui. On ne peut pas le parler avec sentiment, comme si on était dans un groupe d'amis. C'est toute la nation qui a besoin de ces rendez-vous. L'unique option que la Constitution nous laisse aujourd'hui, c'est la voie des urnes. Parce que les armes ont révolu, il n'y a plus de rébellion. Pour accéder au pouvoir, l'unique brèche qu'on nous a laissée, c'est la voie électorale. Et donc, c'est très sensible. C'est une partie sensible qu'on ne peut pas discuter avec le GRT comme ça. Il y a la notion de légitimité, M. Gaëtan. Lorsque Maître est en train de dire que non, si cette partie n'a pas voté, Non, la légitimité, le chef de l'État doit être légitime, il doit être accepté. Imaginez qu'il passe dans une avenue où les gens n'ont pas voté pour lui. Tu penses que c'est crédible pour lui aussi? Il y a cet aspect aussi de légitimité des institutions. Aussi longtemps qu'une partie se retire, c'est déjà un problème. Moi, je pense, M. Gaëtan, nous sommes habitués à du forcing, je le répète. La commission électorale a-t-elle réuni quelle partie prenante pour parler qu'au moment opportun, il y aura ceci. Parce que c'est ce que recommande la commission électorale. L'ami de la société civile, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de cas de concertation. Ça a été dit une fois par le président de la CENI. Je viens de préciser ceci. Oui, et je vous mets au défi. Quand est-ce que la CENI a réuni les gens dans les dernières heures ou dans les quelques jours pour nous dire qu'au moment opportun, il y aura ceci, il y aura tel enrôlement. Ce n'est pas un communiqué. Denis ne peut pas sortir de sa chambre. Il dit à ses services, faites un communiqué, on le voit sur les réseaux sociaux. Le processus électoral se discute. Parce que c'est l'unique rendez-vous, les gens s'expriment. Et cette discussion doit être inclusive. Je me l'ai cité. Vous avez eu le temps de chuter, s'il vous plaît. Une seconde. Il reste une minute seulement. Vous aurez le temps de chuter. Vous aurez le temps, vous aurez votre temps. Une seconde seulement pour préciser. Je crois que la commission électorale n'est pas en train d'associer toutes les parties prenantes au processus. Rapidement. Et la composition de cette commission électorale doit être revue. Le régime en place, les chefs de l'État, les institutions doivent revenir à la raison, associer toutes les forces. Votre dernier mot. Toutes les forces pour que le processus avance. Aller dans les méthodes d'exclure d'autres gens, aller dans le forcing, d'imposer les gens dans des institutions, va amener le pays dans le chaos. Merci. Et pour éviter ça, l'unique conseil que je remets aux garants du bon fonctionnement, c'est de revenir par terre,
d'éviter cet orgueil de gestion pour que toutes les forces puissent aider et avancer. Lorsqu'il parle de l'orgueil de gestion, moi, ça me surprend. Le président l'a mais oui, on s'en fout d'autres gens. Non. C'est là aussi manifesté. 2-3 personnes. Vous n'avez plus la parole. On va couper votre micro parce que c'est déjà fini pour vous. Mais cette opposition de lui soutient ici indirectement. Mais maintenant, tu as déposé sa candidature au Maniema. Je ne soutiens pas l'opposition. Mais je l'ai dit, Katumbi a déposé sa candidature à la députation. Tous ces Katumbi, je n'ai pas eu l'information. C'est Sanga peut-être. Comment vous l'interprétez-vous? Rapide. Mais ils sont d'accord au processus. Ah bon? C'est ça. Ils sont d'accord au processus. Je suis en train de rappeler à la jurisprudence en 2011. Les faits Étienne Tshisekedi, président national de l'IDPS, a interdit à tous les membres de l'IDPS de ne pas déposer la candidature. Mais je l'insiste. La République avait continué. Donc l'AMI doit savoir que lorsqu'un groupe d'individus refuse de participer dans un processus électoral, merci beaucoup. Alors la République ne peut pas rester en étau. Les compatriotes qui sont à Rutshuru, eux aussi ont refusé. Ils ont été victimes de Merci à vous deux. Merci à vous deux. Chidéry Ndossa du pouvoir, cadre à l'UNC de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui ne fait plus trop l'actualité maintenant, il y a le dollar seulement. Quand on voit le dollar, on voit Vital Kamerhe, vous avez aussi les budgets. Peut-être on va parler de l'économie prochainement. Justin Bahati, société civile quand même trop dur envers le pouvoir. Composante jeune et mouvement citoyen. Merci à vous deux en tout cas. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine. Nous aurons probablement le plaisir de recevoir Arlette Odia et Francis Okito pour parler de l'économie, de la sécurité et même des élections aussi. Portez-vous bien chez vous.